Bonsoir, merci d'être venu pour cette dernière session, 18 heures. Alors, la session s'appelle Le bon, le brut et le truand de la virtualisation. Donc, on va vous présenter 3 cas de virtualisation possibles avec Kubernetes. Alors, on va se présenter très rapidement. On représente donc le bon, Brice de Objectif Libre, la brute, Stéphane Beuret de Data Essential et moi-même, Nicolas Muller de Triptyque, les 3 entités conseils du groupe Link by Net. Voilà. Donc, je vais laisser la main tout de suite à Brice, si je t'en prie, sur la partie le bon avec Kubernetes. Merci Nico. Donc voilà, on va commencer donc avec le bon, ce qui me ressemble, hein, le bon, pour les gens qui me connaissent. Alors, le premier état des lieux, vous allez voir, on va présenter 3 approches autour de Kubernetes pour vous montrer qu'on peut utiliser différents workloads et s'adresser toujours avec le même outil pour pouvoir déployer. Vous allez voir que ce soit dans du Kubernetes natif, que ce soit de l'AVM ou de l'AVM dans du conteneur. Si on reprend aujourd'hui, qu'est-ce que Kubernetes et à quoi ça sert, même s'il y a beaucoup de gens dans la salle qui utilisent ce produit, qui le connaissent. Aujourd'hui, si vous voulez faire du conteneur, donc Docker sur votre machine, en lancer quelques-uns de façon unitaire, on va dire que c'est simple, vous n'avez pas besoin d'un orchestrateur. Dans le cas de mise en production, de passage à l'échelle et d'avoir des infrastructures beaucoup plus importantes, le fait de mettre en place un orchestrateur devient, on va dire, fondamental. Vous ne pouvez pas démarrer de façon unitaire plusieurs milliers de conteneurs à la main, à moins d'avoir un esclave qui le ferait à votre place. Mais l'intérêt d'utiliser un orchestrateur de conteneurs, ça va être de lui confier ce rôle. Il va être en charge, effectivement, de pouvoir déployer en automatique, de mettre à l'échelle en automatique des infrastructures lorsqu'il va y avoir effectivement de la charge ou du trafic. L'intérêt d'utiliser ces approches-là, c'est de pouvoir mettre à l'échelle vraiment ça de façon complètement automatisée. Et donc on présentera à travers des notions, ce qu'on appelle des requests et limites, comment vous allez pouvoir paramétrer votre autoscaling de vos nœuds. On peut faire sur la partie autoscaling dans le mode orchestrateur de conteneurs, on va pouvoir faire de l'autoscaling, ce qu'on appelle sur les pods, qui est l'unité qu'on a dans Kubernetes, et on va pouvoir faire donc densifier l'infrastructure de façon horizontale en ajoutant un nombre de pods plus important si vous avez un pic de charge, et vous allez pouvoir faire aussi de l'autoscaling de nodes si vous voulez pouvoir grossir votre cluster et rajouter des nouveaux nodes. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que vous pouvez utiliser une approche conteneur, une approche Docker sur votre machine, par exemple de façon locale, avec par exemple du Minikube. Vous démarrez une instance sur votre PC portable, vous pouvez travailler dessus. Et lorsque vous voulez vraiment passer à l'échelle ou passer dans un environnement de production, vous pouvez déployer Kubernetes on-premise sur vos propres infrastructures, donc avec la version, par exemple, Kubernetes Vanilla. Et pour d'autres cas d'usage, vous pouvez vous appuyer sur les cloud providers publics, qui sont Google Azure et Microsoft Azure, avec leurs offres managées, GKE, AKS ou EKS. L'intérêt de ces offres managées, c'est qu'ils vont gérer pour vous la partie worker, ils vont gérer pour vous les montées de version. Lorsque vous avez besoin sur une version on-premise de Kubernetes et que c'est vous qui vous en occupez ou vos propres équipes d'exploitation, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous allez faire les montées de version. C'est vous qui allez effectivement être obligé de tester avant de pouvoir faire les montées de version sur vos environnements de pré-production jusqu'à la prod. L'intérêt d'utiliser aussi les clouds publics, c'est de vous affranchir de ces tâches qui vont être gérées par les cloud providers publics. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, c'est extensible. Ces architectures aujourd'hui, lorsque vous utilisez du conteneur, vous allez voir dans la démo qu'on vous présentait tout à l'heure, c'est que l'orchestrateur va prendre des choix à votre place. Alors vous allez les paramétrer, mais l'intérêt, c'est qu'il puisse prendre des choix à votre place et qu'il puisse faire grossir l'infrastructure, faire de la scalabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit de nodes ou de pods, pour que vous puissiez passer vraiment ce pic de charge. Et ça, de façon vraiment automatique. Si on reprend rapidement un petit historique, à l'origine, il y a un projet qui existe toujours, qui s'appelle Borg chez Google, qui est basé sur ses fondements, aujourd'hui, de conteneurs. C'est un projet sur lequel on ont inspiré les gens de Google pour redémarrer un projet donc, qui s'appelle Kubernetes et qu'ils ont open sourcé. Alors, qu'est-ce que veut dire open sourcer, même si je pense que beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui dans la salle, c'est vous avez accès au code et si vous savez lire ce code, vous pouvez vous-même le modifier et le faire évoluer en fonction de votre besoin.
Donc aujourd'hui, ce qui a fait aussi l'envolée de Kubernetes, c'est que dans le projet Borg, les concepts ont déjà été abordés depuis longtemps. Donc ils ont mis en place après, ils se sont vraiment basés sur des choses qui étaient déjà éprouvées et déjà des choses qu'ils avaient chez Google. Aujourd'hui, le projet Borg continue de perdurer chez Google et le projet Kubernetes aujourd'hui a pris son envol et fait partie de la fondation qui s'appelle Cloud Native Computing Foundation, donc ce qu'on appelle la CNCF, qui est un grand groupement de produits aujourd'hui à la fois cloud, mais pas que. On va retrouver des solutions de stockage, on va retrouver des solutions donc, de virtualisation, on va retrouver des solutions de supervision. Voilà, on ne présentera pas la cartographie, mais il y a énormément de solutions qui appartiennent à la CNCF, à cette fondation. Et la seule chose qu'il faut ressortir de cette slide, qui est très important, c'est qu'en 2017, à la DockerCon, même les gens même Docker avait sa propre solution d'orchestrateur de conteneurs, Docker Swarm, et même le moteur aujourd'hui, en 2017, tout le monde s'est rangé derrière le moteur Kubernetes. C'est devenu aujourd'hui, on va dire, un standard dans le monde des orchestrateurs de conteneurs. Si on reprend les quelques bonnes pratiques, mais qu'on peut appliquer au monde Docker, qui ne sont pas exclusives au monde Kubernetes, un pod, un conteneur, pas de lancement en mode privilège, même si dans la démonstration tout à l'heure de Nico, vous verrez qu'on va transgresser cette règle, mais c'est pour la bonne cause. Toujours cette approche vraiment microservice, de pouvoir segmenter. L'intérêt, c'est de pouvoir faire de la scalabilité sur quelque chose de le plus petit possible. Si vous voulez faire de la scalabilité juste sur votre serveur web ou juste sur votre base de données, il faut effectivement pas mettre tout dans le même conteneur. Toujours dans un concept d'optimisation, de partir sur des images le plus petit possible. On va pas mettre tout dans la même image. L'utilisation de labels qui vont permettre de manipuler vos objets de façon vraiment plus aisée. On a aujourd'hui une approche qui est vraiment basée sur ce qu'on appelle de l'infra as code. Vous allez voir que tout à l'heure dans nos démonstrations, on va déployer des applications en écrivant du code. On ne s'amuse plus à déployer des applications en faisant des snapshots de machines qu'on va redémarrer, mais on écrit du code. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette approche. Un service, ce que je pourrais dire aussi pour exposer le code, et ce que je vais montrer juste derrière, la notion de limite et de request qui est très importante. Si vous voulez faire de l'autoscaling, il va falloir dire effectivement à votre application ce qu'elle va avoir le droit d'utiliser et qu'est-ce qu'elle aura le droit d'utiliser au maximum lorsqu'elle va être dans un état de stress ou qu'on va effectivement la surcharger. Et la dernière partie qui est assez importante, si on fait vraiment tout dans une approche infra as code et qu'on utilise la notion de config-map et de secret, lorsque vous allez écrire du code pour déployer vos environnements, l'intérêt c'est d'écrire une fois de l'infra as code pour pouvoir déployer aisément en jouant sur les config-maps ou les secrets, votre environnement de dev, votre environnement de pré-prod ou votre environnement de production. Alors, on va passer au moment démo. Stéphane va m'accompagner sur cette partie. Donc, l'intérêt de cette démo, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une petite démo sur laquelle on va autoriser, donc, quand on va dépasser 30% de charge sur la métrique qu'on a décidé de mesurer sur les CPU, on va stresser. Au démarrage de la démo, vous allez voir, on va avoir que trois pods qui vont être lancés et on va laisser l'application scaler jusqu'à 100 pods. Donc on va stresser cette application et lorsqu'elle va dépasser les 30%, elle va se mettre à créer, vous allez voir, des nouveaux pods pour pouvoir effectivement encaisser cette charge. Et une fois qu'on aura on sera arrivé à l'état, on va dire nominal qu'on avait du départ, elle va fondamentalement redétruire au fur et à mesure l'ensemble des pods qu'elle aura créés. Donc ça va se lancer. Donc, sur la partie gauche, on voit qu'aujourd'hui, on a nos 3 pods. Et sur la partie droite, on est en train de mesurer effectivement la consommation en millicorps de nos CPU. Alors, voilà, le watch qui nous permet de vérifier tous les X temps. Voilà, on commence à stresser l'application. Vous voyez, on commence à monter 61, 52. Et que sur la partie gauche, on est en train de commencer à créer des conteneurs. La démo prend 2 minutes, donc il va falloir que je meuble pendant 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc là, on commence à créer des conteneurs sur la partie gauche et on stresse l'application. Vous voyez qu'au niveau des millicorps, on est au-delà des 30 qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, comme on est au-delà des 30, automatiquement, Kubernetes prend l'action de se dire, bah voilà, moi on m'a dit, on peut créer jusqu'à 100 pods. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'orchestrateur, il commence à créer des pods de façon complètement automatique, parce qu'on lui a dit qu'il fallait que quand il était stressé au-delà des 30%, il fallait créer des nouveaux conteneurs. Donc il est en train de créer des conteneurs sur la partie gauche. Et vous voyez qu'on on stresse de plus en plus l'application et que ça continue à créer des conteneurs. Et on va arriver à un moment donné au pic de charge où on va être capable d'encaisser. Et quand on sera arrivé au maximum,
on va redescendre au niveau du nombre de CPU millicore et vous allez voir qu'il va détruire des conteneurs quand on va revenir à l'état nominal qui était de 3 pods. Voilà, ça devrait arriver dans peu de temps. On va commencer à bientôt redescendre. Voilà, il crée encore, vous voyez, des conteneurs sur la partie gauche. Alors, on n'est pas dans l'effet démo parce que pour le coup, ça fonctionne. Mais c'est bientôt terminé, vous allez voir, qu'il va progressivement... Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est là, on a vraiment présenté un cas d'usage traditionnel de ce qu'on peut faire avec Kubernetes. Pouvoir mettre des applications qui vont être stressées, sur lesquelles on va avoir des pics de charge. Donc, ça peut être une phase de solde, vous avez lancé un nouveau produit. Et l'intérêt d'utiliser ces nouvelles approches, ce qu'il faut retenir, c'est d'utiliser vraiment de l'infra as code pour déployer de l'application. Que cet orchestrateur, vous voyez, donc on est en train de redescendre, il est en train de les détruire, au fur et à mesure, on va retomber à 3 pods. Que l'orchestrateur va lui-même prendre la décision et le choix de créer tout seul de l'infrastructure. Voilà, donc la démo est en train de se terminer, vous voyez qu'on est en train de redescendre. Je vais passer la main à Stéphane pour la suite de notre présentation. Merci Brice. Donc, il paraît que je suis la brute, on verra. Vous êtes super content. Votre CTO, c'est lui, a décidé de passer toute votre infra sous Kubernetes. Vos équipes d'Ops sont super contents. Ils ont déjà tout leur script d'automatisation, ils sont vraiment prêts à franchir le pas. Les devs, ils sont aux anges. Ils ont décidé de ne plus faire que des applications containerisées. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Il y a un bruit. Boum, boum, boum! C'est l'application Legacy. Celle qui se terre dans son coin et que plus personne ne veut utiliser, ni gérer. Et malheureusement pour vous, c'est à vous qu'incombe la mission de devoir la gérer. Mais on n'est pas dans Matrix et vous savez que ça n'a rien de cool en fait. C'est même tout le contraire. Tous vos collègues vont se moquer de vous. Vous êtes la risée du service, ils vont vous appeler Monsieur Legacy. Et vous allez vous faire l'effet d'être un dinosaure. Et personne n'aime être un dinosaure, je pense. Surtout quand on sait comment ils ont fini. Mais vous pouvez vous rassurer, tout n'est pas perdu. Il y a des solutions qui existent et je suis là pour vous présenter l'une d'elles. Ça s'appelle KubeVirt. Alors, avec KubeVirt, vous allez pouvoir faire tourner des machines virtuelles à l'intérieur de Kubernetes. Comment ça se présente? Évidemment, on a des custom resource définitions. Grâce à ces custom resources, vous allez être en mesure de pouvoir créer des objets qui s'appellent des VM. Des VM qui sont à considérer comme le déploiement, si on fait une analogie par rapport à ce qui se passe dans Kubernetes d'habitude, c'est comme un déploiement, et ça va gérer des objets qui s'appellent des VMI, donc ce sera des instances de VM. Au final, vous allez utiliser kubectl comme outil, donc peu importe que vous traitiez des applications legacy, vous pouvez les traiter de la même manière que vos applications qui sont déjà dans Kubernetes. Pour créer une VM, vous utilisez donc kubectl et vous allez sur l'API serveur. L'API serveur va ensuite passer la main au virt controller. Le virt controller a pour rôle de choisir sur quel nœud va tourner votre pod. Une fois que c'est fait, il va passer la main au virt handler. Le virt handler, c'est un daemon set qui va tourner sur tous vos nœuds workers et qui va créer le domaine libvirt. Dès le moment que c'est fait, il va passer la main au virt launcher. Le virt launcher, c'est un container qui va s'exécuter dans votre pod et qui va être responsable de maintenir les namespaces et les sous-groupes pour votre machine virtuelle. Donc, dans le virt launcher, le daemon libvirt va s'exécuter. Mais comme une démo vaut mieux qu'un long discours, on va passer sur la démo. Juste un petit rappel de ce dont j'ai besoin, parce que dans mon environnement, voilà. Donc des CPU évidemment,
Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai des VM dans lesquels je vais faire tourner des VM. Donc évidemment, il faut un processeur capable de faire de la nested virtualisation, donc Intel VTX par exemple. Des disques, parce que les images au format RAW ou QCO de ma machine virtuelle vont être dans un volume persistant à l'intérieur de Kubernetes, et bien évidemment de Kubernetes. Dernière chose, c'est pas parce que c'est des VM qu'il va falloir les traiter comme des animaux de compagnie. Comme dans le cloud, vous devez utiliser Cloudinit pour provisionner vos instances et entièrement automatiser. Parce qu'on va le voir, on peut très facilement aller en SSH sur la machine virtuelle, puisque c'est une machine virtuelle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire vos installs en faisant un SSH sur la machine et en l'approvisionnant à la main. Donc, c'est bien une machine virtuelle que vous devez considérer comme un troupeau. Voilà, la démo. Alors, faut que tu... Donc, dans la fenêtre de gauche, on va lancer la machine virtuelle et ça va lancer aussi une commande pour regarder la console de la machine virtuelle. Comme ça, on va voir son démarrage et se rendre compte qu'en effet, c'est bien une machine virtuelle. De l'autre côté, on va regarder un peu à quoi ressemble cette ressource qu'on crée. Donc, c'est du YAML, comme tout le reste. Donc là, j'ai la définition de ma VM. On peut voir, j'ai 2 corps, j'ai 2 gigas de RAM. Voilà, le type de machine, le CD-ROM, le disque, exactement tout ce qu'on a dans une machine virtuelle. Ici, on a le Cloudinit. Donc, il est en base 64, mais celui-ci va m'installer Nginx. Bon, c'est mon application legacy pour le coup. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez à gauche donc la VM qui est en train de démarrer. Donc, c'est bien une VM et pas un container. En dessous, j'ai 2 services. Comme je vous ai dit, je vais pouvoir avoir la main en SSH sur ma machine au cas où j'ai besoin de faire du debug. Donc, j'ai un service sur le port 22 de type load balancer qui va me permettre de prendre la main sur la machine et un deuxième service de type cluster IP qui va me permettre, lui, d'exposer vers l'extérieur ensuite avec une ingress mon application. C'est presque prêt. Évidemment, c'est une machine virtuelle, ça prend beaucoup plus de temps à démarrer qu'un container. Donc là, c'est toute l'installation de Cloudinit qui va m'installer Nginx. S'il y en a à qui ça manquait justement d'avoir des démarrages de machines virtuelles et de ne pas avoir le temps d'aller prendre un café avant que l'application soit installée, vous pouvez utiliser pour ça. OK. Donc, de l'autre côté, on va déjà prendre la main en SSH. Donc, en toute logique, mon cloud provider a créé un load balancer pour pouvoir accéder à la machine en SSH. Et voilà. Là, je suis sur une machine Debian. Donc, c'est une image du projet OpenStack. On peut regarder les processus qui tournent, voir que normalement, on devrait déjà avoir le Nginx. Voilà, il est là. Donc, j'ai Nginx qui tourne dessus. Il a été déployé grâce à Cloudinit. Maintenant, on crée simplement une ingress pour pouvoir accéder à mon application à l'intérieur de la machine virtuelle. Une bête ingress, bon, avec Xip.io, c'est plus simple. Et donc, dans le navigateur, on va voir que bon, elle n'est pas en HTTPS, évidemment. C'est déployé. Voilà, merci. Tout ça pour un Nginx.
Voilà, donc à manier avec prudence, parce que c'est très bien de pouvoir amener ces applications legacy dans Kubernetes. Cela dit, ça s'adresse plus à un public de personnes qui a déjà quantité d'applications déjà dans Kubernetes et qui a encore quelques applications legacy qui traînent sur le côté et pour lesquelles il n'a pas pu décommissionner, par exemple, quelques machines ou des choses comme ça. Donc c'est bien, pour faire la transition, de pouvoir les importer dans Kubernetes et d'être soulagé d'avoir le même jeu d'outils que tout le reste. Voilà, et donc j'ai passé la main à Nico, le truand. Voilà. Merci. Alors, moi, je suis le truand, je suis le méchant qui va essayer de fumer Docker. Donc, alors, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais faire juste un petit rappel. Alors, expliquer ce que c'était Docker il y a quelques années. Il y a quelques années, en 2013, Docker, c'était surtout un monolithe. Ce n'est pas péjoratif. À l'époque, Docker, et encore aujourd'hui, grâce à eux, on a pu normaliser plein de choses. Un des plus gros apports de Docker, c'est la normalisation du format des images. Pour ceux qui utilisent Docker depuis des années, vous savez que vous pouvez utiliser quasiment toujours les images qui ont été buildées depuis des années. Et même aujourd'hui, sur d'autres choses qu'on appelle des runtime. Donc Docker, c'est à la fois une formalisation et à la fois des outils. Docker de build, Docker de run. Tout ça, c'était quelque chose de monolithique. Depuis, les années ont passé, et Docker, Google, CoreOS et bien d'autres ont initié ce qu'on avait appelé l'Open Container Initiative. C'est-à-dire essayer d'extraire de Docker le runtime, finalement, ce qui représentait la couche la plus basse, et ce qui a donné à l'époque RunC et deux grandes spécifications qui sont Runtime Spec, RunC, et Image Spec. Image Spec, c'est très très important parce que finalement, cette définition d'image, c'est ce qui permet, ce qu'on va voir ensuite avec un autre outil, parce qu'on vous parlait de KubeVirt, mais on va en introduire encore un nouveau, de faire tourner ces images Docker dans différents runtime, RunC en l'occurrence, mais également Cryo, qui est introduit par Red Hat, qui sert aussi de support d'OpenShift dans une future version, si ça ne l'est pas déjà, mais également Containerd, Push Container de Alibaba. Ce qui est intéressant, donc, c'est-à-dire que tous ces runtime peuvent faire tourner des images Docker. Certains, comme Rocket, ne peuvent pas, et d'ailleurs sont passés en mode archivé de la CNCF. LXC, par exemple, qui est un runtime de conteneur, ne permet pas d'utiliser des images Docker. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est passé d'un monolithe à quelque chose de pluggable. Alors, pourquoi on en arrive à la gestion des truands? Parce qu'effectivement, on pense cluster, on pense nœud, et effectivement, vous n'êtes jamais sûr de savoir que ce qui va tourner sur vos machines est toujours, entre guillemets, trusté, dans une zone de confiance. Et c'est bien le problème, c'est qu'en fait, on a KubeVirt, on a K8s canal historique, tout ceci, en tout cas dans le K8s canal historique, ne vous protège pas forcément du fait qu'il y ait évidemment des failles. Alors, je fais une petite dédicace à tous ceux qui font tourner des process routes dans des conteneurs. N'oubliez jamais que ça reste un process route. Et donc, si par malheur, il y a une faille quelconque dans ces groupes et les namespaces, on pourrait en sortir. Et vous imaginez bien que sortir d'un cluster Kubernetes, c'est bien plus gênant que de sortir, ou plutôt de sortir d'un conteneur dans un cluster Kubernetes. C'est assez impactant, parce que généralement, la personne risque de rebondir sur le nœud, choper un service account, choper des API de Kubernetes, et à partir de là, rebondir, miner du Bitcoin, et de manière assez discrète, parce que le but, c'est de ne pas être visible. Nous, on va essayer de faire un truc un peu plus visuel dans la démo, c'est qu'on va essayer de voir comment on peut s'amuser à faire rebooter des nœuds. C'est beaucoup plus violent. Ça veut dire que vous pourriez avoir un conteneur qui vient flinguer toute votre prod. Donc, pensez à tout ça. Donc, plutôt interdit d'utiliser le process route. Alors, comment on va essayer de se protéger de tout ça? Bon, on va essayer d'utiliser la notion de runtime et de voir comment on peut changer ceci et incrémenter, augmenter notre sécurité. Alors, voici un exemple de pod. Alors, on peut exactement faire la même chose avec Docker. Il suffira un Docker Run en mode privilège, c'est la même chose. Le mode privilège, tout le monde ne s'en sert pas, tout le monde pense que c'est l'équivalent de root, c'est différent. En mode privilège, on a accès au device. Vous vouliez faire du BetterFS, vous êtes obligé. D'autres cas peuvent aussi arriver.
Dans mon cas, je n'utilise pas le mode privilège, j'utilise un sous-ensemble. J'utilise simplement la capability sysadmin qui donne le droit de lancer des appels système type mount. Je suis aussi vicieux, je désactive AppArmor. AppArmor, comme SE Linux, me protège de tout un tas d'appels système malveillants. N'oubliez jamais que quand vous faites un open en C, un UFI en Java, vous n'écrivez pas vous-même. Vous faites un appel système qui, lui, est traduit par le kernel. En fait, Docker, de base, sécurise tout un tas d'appels système foireux, ou plutôt dangereux que foireux. Et en fait, si vous donnez à quelqu'un l'accès à un cluster Kubernetes, même sur un namespace en lui disant « je te limite dans un namespace », si on n'empêche pas la personne de lancer un conteneur en mode root avec ce genre d'option, en fait, ça ne sert strictement à rien. Parce que la personne, là je vais faire l'exemple, peut prendre la main sur l'hôte. Donc, réfléchissez bien à ce que représente la sécurité et les droits d'accès à votre cluster. Donc là, sans accès à la socket Docker, ça serait trop facile, évidemment. Donc, je suis simplement root, j'ai accès à la capabilities admin, je lance une pauvre image Ubuntu, et à partir de là, je peux faire des trucs de truand sur mon cluster. Petite démo, parce qu'effectivement, il n'y a que les démos qui sont sympas. Donc, alors, le but, ça va être de montrer comment on va lancer 2 fois le même pod, avec une toute petite option différente, mais qui fait toute la différence. Donc, à gauche, je vais avoir un pod, qui est un Ubuntu classique, et à droite, je vais avoir le même fichier de déploiement de pod, qui aura une petite option en plus, qui est en mode untrusted. Ça veut dire que c'est un pod que je donnerai à quelqu'un en qui je n'aurai pas confiance. Dans la vraie vie, on peut automatiquement rajouter ce genre d'annotation. C'est des mutations webhook pour ceux qui connaissent ça dans Kubernetes. Là, dans l'exemple, je le mets de manière brutale. Donc à gauche, j'ai un pod. Donc, on va voir les 2 lignes équivalentes. La seule différence, voilà, c'est les lignes que Stéphane met en surligné qui différencient. Ici, j'ai une annotation qui va être interprétée plutôt par Kubernetes pour dire que je suis en mode, je ne suis pas dans une zone de confiance, donc je vais devoir appliquer un traitement particulier. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc dans le premier cas, c'est un exemple, donc l'exemple précédent, je vais pouvoir démarrer un pod avec mon petit hack. Alors, on va lancer les 2 pods. Alors, les 2 pods, on a mis une règle d'anti-affinité parce qu'évidemment, quand je vais rebooter le nœud, je ne pourrais pas rebooter le nœud du copain. Je ne veux pas avoir le deuxième conteneur, le deuxième pod, excusez-moi, sur le même nœud. Voilà. Donc, on va lancer les 2 pods. On va se connecter dans le premier, dans Ubuntu, qui est un pod classique. Donc, vous imaginez, vous me donnez, je suis un truand, vous me donnez accès à votre conteneur, à votre accès à Kubernetes. Vous me dites, super, Nico, il est gentil, je vais le restreindre dans un namespace, mais en fait, je peux très, très facilement en sortir si on ne m'empêche pas, avec une security policy, de lancer des process root. Pensez-y. Donc, security policy est une très bonne idée. Donc là, je suis dans mon conteneur, je montre la version du kernel, je suis en 4.9, donc je suis dans la version du kernel de l'hôte. Ici, je fais un uname-a, et on va voir qu'on est en 4.19, dans une autre version. Déjà, ça vous fait juste penser à un petit truc, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un conteneur tel qu'on l'entend. On est dans une espèce de VM, pour pas teaser. Donc, dans le premier, si Stéphane, tu peux me montrer la tête du script. Alors, comment je hack tout ceci? Je vous dis, j'ai accès au point de montage. Donc, en fait, j'exploite le fait de monter le cgroup memory de l'hôte. Donc, je monte ce control group sur lequel je vais lui donner une commande reboot. Donc, je vais pouvoir rebooter le nœud carrément physique sur lequel est mon conteneur. Donc, s'il y avait plein d'autres applications, je vous les tue toutes, elles redémarrent. Donc, vas-y, tu peux le lancer. Merci. Et donc là, on va vite voir que d'un coup, on est déconnecté et qu'on perd le nœud. Imaginez votre prod où vous avez plein de choses dessus. De l'autre côté, voilà, donc on va le faire. Donc là, j'ai été éjecté. Et je reviens donc finalement sur l'hôte, carrément sur mon Darwin, puisque j'étais complètement dégagé, le nœud a été éjecté. Je vais faire le même test de l'autre côté. Donc là, on a exactement le même script qui est monté au même endroit, dans lequel on va pouvoir lancer le hack.sh. Donc là, on est en kernel 4.19. Je lance le script.
Et bien là, en fait, il ne se passe rien. Pour une raison assez technique, on ne va pas rentrer trop dedans, mais en fait, je ne peux pas, dans mon cas, rebooter ma VM. Alors, on pourrait, en changeant un petit peu les trucs, mais au pire des cas, il ne se passe rien. Je suis toujours dans mon conteneur. Donc, pourquoi? Parce que je n'ai pas pu monter depuis l'hôte le contrôle groupe. J'ai cette couche intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est cette couche intermédiaire? En fait, je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est une VM. C'est ceci. En fait, on a une notion, et j'introduis donc la notion de kata conteneur. Le kata conteneur, c'est un projet qui a été travaillé à la fois par la fondation OpenStack, à la fois aussi Intel. C'est le projet Clear Container de Intel. Ce n'est pas le projet Clear, c'est Clear. C'est un projet qui existait même avant Docker d'ailleurs. Quand je vous parlais de la formalisation des standards des images, est très important. En gros, le projet existait avant Docker. Ils ont réécrit ce qu'il fallait pour être conforme à l'image spec. Et désormais, on peut remplacer le runtime Docker Runc standard par un autre runtime qui est Kata Runtime. Donc, il suffit d'installer Kata Runtime dans Docker, dans Kubernetes, tout ça est très bien documenté, c'est super. Et à partir de là, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je démarre un conteneur, j'encapsule mon conteneur dans une micro-VM. Alors tout à l'heure, Stéphane disait, une VM, ça boot en plusieurs secondes. Là, on n'est plus du tout le même ordre. On est dans l'ordre de la micro-VM, c'est-à-dire une VM qui a été tunée ou dans laquelle ils ont enlevé tout ce qui n'est pas utile dans une VM. Vous n'avez pas besoin de floppy, de CD-ROM, de tout un tas de trucs quand on est dans le cloud. Et cette VM, elle boot en quelques centaines de millisecondes, 300 millisecondes de l'ordre. Donc en fait, vous êtes totalement transparent. Vous lancez un conteneur, mais en fait, vous êtes dans une VM qui a été bootée. Donc vous avez cet étage intermédiaire qui vous protège de votre hôte. Donc ça veut dire que pour hacker la chose, c'est vraiment un autre niveau, et surtout que généralement, c'est des versions de kernel différentes, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est très intéressant. Ceci, évidemment, peut se configurer de plusieurs manières. Dans les versions version intérieure à Kubernetes à 1.16, on utilise la notation untrusted, qui permet à Kubernetes de savoir ce qu'il doit faire et qui sait que cette annotation est liée à Kata Runtime. Dans les nouvelles versions, on a un choix beaucoup plus fort. Il y a un objet qui s'appelle runtime class qui vous permet de choisir le runtime. Dans l'occurrence, ici, je peux dire que c'est le runtime Kata Container. Et je peux faire une référence dans mon pod au runtime. Mais je pourrais en utiliser d'autres. Sur GKE, pour ceux qui utilisent GKE, il y a gvisor qui existe en option. Gvisor, pour l'activer, il faut aller mettre une runtime class gvisor. Quand on est sur Amazon, pas sur Amazon, excusez-moi, globalement, il existe Amazon a un très beau projet qui s'appelle Firecracker, qui est un autre type de runtime, qui boot aussi très vite et qui, lui, par exemple, ne permet pas d'utiliser les volumes, mais qui a énormément d'avantages pour tout ce qui est serverless. Donc en fait, il y a plein de types de runtime. On pourrait imaginer des runtime demain adaptés pour du big data, de l'IA, et ainsi de suite, qui correspondent à des cas d'usage particuliers. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est une réflexion à avoir. Évidemment, Kata Container ne résout pas tout, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas accéder... Alors, ce n'est pas évident. Il y a des accès, par exemple, au GPU, où ça ne marche plus, parce que vous n'avez plus accès à l'hôte. Si vous voulez aussi faire de l'autoscaling, comme on a montré au tout début par Brice, c'est un petit peu différent. Vu que vous avez cette couche VM au milieu, en fait, cette VM, elle a elle-même des vCPU à louer. Donc, tout ça, ça se configure. Mais tout ça fait que les calculs, il faut les reprendre un petit peu différemment. Voilà. C'était le but de la démo. Et pour conclure, la petite phrase. Vous savez tous que l'humanité se divise en deux. Il y a ceux qui utilisent encore Docker et ceux qui utilisent Kubernetes. Merci. Ouais, merci.